Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble et c'est l'heure de l'info, celle que vous avez peut-être ratée. Restez avec nous, vous allez tout savoir sur Israël, c'est promis. Et l'année démarre sous haute tension à Jérusalem. Plusieurs jours d'affrontements ont marqué la période du Nouvel An juif. Un homme d'une cinquantaine d'années a même succombé à ses blessures après avoir été la cible de lanceurs de pierres. L'Union européenne appelle au calme. On écoute quelques réactions. Nous allons adopter des mesures par rapport à l'ouverture du feu et nous allons mettre en place une peine minimum pour les lanceurs de pierres et de cocktails Molotov. Je vais aussi faire évoluer la loi et créer des peines minimum obligatoires contre les mineurs et leurs familles pour les dissuader. Le gouvernement israélien est en train d'essayer de mettre en place un plan horrible et criminel qui a pour but de renforcer la division spatiale et temporelle de la mosquée Al-Aqsa. Le gouvernement israélien profite du fait que les Arabes soient occupés par différentes affaires. Le monde aussi est occupé avec l'accord iranien. Le monde est occupé avec les réfugiés qui affluent vers l'Europe. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils peuvent arriver à leur fin. Nous avons obtenu des assurances de la part du gouvernement israélien. Malheureusement, nous avons déjà entendu cela par le passé. Donc j'aimerais affirmer aujourd'hui que si cela continue à arriver, à partir de maintenant, s'il y a d'autres provocations à Jérusalem, cela affectera les relations entre la Jordanie et Israël. Nous n'aurons pas d'autre choix que de passer à l'action. Lise Barenbaum, bonjour. Alors, quelles sont les mesures préconisées par le Premier ministre israélien? Alors, c'est des mesures surtout de mobilisation policière. Déjà, 1 millier de gardes-frontières réservistes vont être rappelés. 2 régiments de gardes-frontières vont être placés en état d'alerte permanent. Des renforts de police, évidemment, à Jérusalem sont prévus. Et puis, il y a beaucoup de mesures techniques. Par exemple, on a des ballons qui vont être équipés de caméras de surveillance qui vont être mis en service. Tous les policiers seront équipés de jumelles à vision nocturne. On dit que le conseiller juridique du gouvernement autoriserait l'utilisation de certains fusils très spéciaux, des fusils d'élite non létaux. Et puis surtout, les peines vont être alourdies contre les lanceurs de pierres, notamment avec des sanctions financières. Et puis les consignes de tir seront beaucoup plus souples. Maurice Ifergan, bonjour. Bonjour. Alors on le voit depuis quelques jours, Jérusalem est l'objet de violences, notamment autour du mont du Temple, mais aussi dans les quartiers de l'est de la ville. Qui tire profit de cette situation ? Tout d'abord le Hamas qui, en détournant l'attention de la situation catastrophique qui règne dans la bande de Gaza, notamment avec des coupures de courant permanentes et un mécontentement de la population, peut ainsi avoir un peu d'air et respirer en détournant l'attention sur Jérusalem. L'autorité palestinienne aussi, le président palestinien Mahmoud Abbas est tout à fait satisfait de ce qui se passe à Jérusalem. Ça lui permet de dire « je ne coopère pas avec Israël » contrairement à ce qu'on laisse entendre. Et deuxièmement, la situation à Jérusalem-Est devient à peu près la même que celle qui règne dans les territoires, notamment avec l'utilisation d'armes utilisées uniquement par l'armée dans les territoires. Le Premier ministre souhaite que ces armes et ces snipers agissent dans Jérusalem-Est. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation d'intifada à Jérusalem-Est. Mais à part ça, Lise, cette semaine, le drapeau palestinien qui est dans toute la presse. Oui, alors en fait, des centaines de dirigeants ont été invités à la cérémonie de levée du drapeau palestinien qui devrait se dérouler le 30 septembre prochain à New York devant l'ONU. Alors il y a 8 pays, dont Israël et les États-Unis, qui ont voté contre cette révolution. En fait, ils disent que c'est un symbole qui ne peut pas faire avancer la paix, alors que les Palestiniens, eux, disent que leur drapeau est un flambeau de paix. Je vous rappelle que la Palestine est devenue en 2012 un État observateur non membre et que fort de ce statut, elle a intégré aujourd'hui plusieurs agences de l'ONU et elle a rejoint la Cour pénale internationale. Alors on a quelques réactions d'Israéliens dans les rues. Écoutez comment ils prennent la chose. Je pense que l'ONU a pris de nombreuses décisions anti-israéliennes ou plutôt pro-palestiniennes au fil des années. Peu importe pour moi pourquoi cette décision a été prise, elle n'a aucune importance. L'ONU ne fait que hisser un drapeau, tout simplement. Je ne reconnais pas la nationalité palestinienne et je me considère comme étant pour la paix, comme beaucoup d'autres Israéliens. Le fait de hisser un drapeau est un acte symbolique. Et l'ONU en elle-même est symbolique. Donc tout ça est futile. À moins de donner à cet État palestinien une valeur morale égale et une même responsabilité pour ses actes, quel est l'intérêt de hisser un drapeau ? Maurice Ifergan, finalement, ce drapeau, c'est tout à fait symbolique, puisque les Nations Unies n'ont toujours pas reconnu l'État de Palestine. Mais Mahmoud Abbas, le président d'autorité palestinienne, promet
de lancer une bombe évidemment verbale lors de son prochain discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin du mois. Oui, et cette bombe verbale, comme vous l'avez dit, est beaucoup plus importante que ce drapeau symbolique qui flotte devant l'entrée des Nations Unies. Alors qu'est-ce que va dire le président de l'autorité palestinienne? Tout le monde se pose la question. Alors il semblerait que Mahmoud Abbas ait l'intention tout simplement de dénoncer les accords d'Oslo, ce qui lui permettrait de dire c'est la fin de la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne. C'est la rupture entre Jérusalem et Ramallah, si vous voulez. Dans ce sens, le président de l'autorité palestinienne va jusqu'au bout de sa démarche et va mettre Israël devant le fait accompli, c'est-à-dire une autorité occupante dans les territoires de Cisjordanie. Et Mahmoud Abbas pourra ainsi tout simplement demander à la communauté internationale la protection des forces des Nations Unies pour préserver les intérêts palestiniens. Alors le président de l'autorité palestinienne a déjà eu des mots très durs vis-à-vis de Netanyahou et de son exigence d'obtenir la reconnaissance d'un État juif de la part des Palestiniens. Il a dit accepter ceci, ce serait légitimer la démarche de Daesh qui lui revendique la création d'un État islamique, d'un califat en Syrie et en Irak, et ça, il n'en est pas question. Alors on attend maintenant le discours d'Abbas qui est prévu normalement pour le 29 septembre, et là on saura exactement où en est le président de l'autorité palestinienne qui, je vous le rappelle, a déjà menacé de démissionner à plusieurs reprises. Apparemment, Mahmoud Abbas est en fin de carrière. Il cherche maintenant à assurer sa succession. Lise, Maurice, ce mois-ci a été marqué également par un événement important dans le monde entier. Les enfants ont repris le chemin de l'école, en Israël également. Cependant, dans le pays, près de 35 000 élèves sont privés de cours. La plupart des écoles arabes d'Israël sont en grève, en solidarité avec les établissements d'enseignement privés chrétiens pour réclamer davantage d'argent. Le reportage tout de suite de Julia Ganancien, on en parle après. Troisième semaine de grève dans le système éducatif israélien. Les écoles chrétiennes sont fermées et 33 000 élèves n'ont toujours pas commencé leur année scolaire. La raison de leur colère, le gouvernement israélien et son nouveau ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, du parti Foyer Juif, ont décidé de réformer les modalités du système éducatif. Auparavant, le gouvernement finançait 75% du budget des écoles chrétiennes et les parents des élèves payaient les 25% restants. En 2013, le montant du budget financé par l'État a été réduit à 34%. En plus de ces restrictions budgétaires, le gouvernement veut maintenant limiter le montant de la participation aux frais de scolarité pouvant être demandés par les écoles aux parents. Des restrictions ayant pour directe conséquence la privation des écoles chrétiennes et leurs deux sources de financement en une seule fois. Depuis le 1er septembre, date officielle de la rentrée des classes israéliennes, les manifestations s'enchaînent. Plus de 80% de toute la population arabe employée dans l'industrie des hautes technologies est diplômée d'écoles chrétiennes. Ces écoles sont indispensables à la réussite de notre société. 50% des étudiants de ces écoles sont musulmans et 50% sont chrétiens. Ces écoles sont une bénédiction pour la population arabe d'Israël. Mais dans un climat de tension sociale croissante en Israël, le combat pour le financement des écoles chrétiennes a aussi pris une tournure politique, alors que les membres arabes du Parlement israélien critiquent le gouvernement et lui reprochent de ne pas prioriser leurs besoins en matière d'éducation. C'est une honte pour le gouvernement israélien, une honte pour la démocratie israélienne. Nous n'arrêterons pas le combat, nous ne voulons pas de faveur, nous voulons la justice. Mais que veulent-ils vraiment? Les représentants des écoles chrétiennes demandent que le ministère de l'Éducation leur fournisse 200 millions de shekels, soit 50 millions de dollars en fonds gouvernementaux. Ce mercredi, alors que le mouvement marque son 16e jour de grève, l'Union nationale des enseignants israéliens pourrait se joindre à la grève. Une pression de plus sur le ministère de l'Éducation pour qu'il trouve enfin une solution. Et nous nous sommes rendus au Collège des Frères de Yafo, une école chrétienne, pour interroger Michael Khoury, le directeur adjoint. Écoutez. Nos exigences sont tout à fait claires. Que le ministère de l'Éducation introduise nos établissements dans le cadre de toutes les réformes qu'il mène. Comme par exemple avec le programme Nouvel Horizon, comme les droits des enseignants, puisque nos instituteurs ne bénéficient pas du paiement des jours de maladie. Et enfin subventionner le nombre d'élèves comme il se doit, sur le modèle des établissements juifs orthodoxes. Des exigences qui s'élèvent au total à 200 millions de shekels.
Alors Lise Barenbaum, on a bien compris le problème. Combien d'écoles sont en grève exactement? Alors la majorité des établissements arabes suivent la grève. 47 écoles chrétiennes sont dans ce mouvement. Ça fait déjà 33 000 élèves. Et il y a eu une manifestation la semaine dernière à Jérusalem devant le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou pour réclamer plus d'argent puisque les responsables disent qu'on leur accorde moins d'un tiers des crédits qui sont alloués aux écoles juives. Et la situation est telle que le pape François, chez qui Reuven Rivlin, le président d'Israël, était en visite officielle, eh bien, il a demandé à Rivlin d'adopter une solution adéquate. Même les parents se sont mobilisés. Ah oui, alors il y a une vidéo qui est diffusée sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux, un petit peu larmoyante, qui s'appelle « En attendant l'école ». Regardez, ça a très bien fonctionné. شريت الشنطة قلم ودفتر زينت كتابي وردات وعم استنى يا مدرستي عم استنى يا مدرستي عد الساعة واللحظة عد الساعة واللحظة. Voilà des bons élèves qui attendent l'école avec impatience. Maurice, quel est le statut de ces écoles? C'est un peu compliqué à vous expliquer. Ce sont officiellement des écoles reconnues, mais pas officielles, c'est-à-dire que ce sont des institutions privées sous contrôle du ministère de l'Éducation israélien. Alors il faut savoir que dans ces écoles, il y a quand même 3000 enseignants qui sont salariés du ministère de l'Éducation, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation finance à peu près 75% des heures d'enseignement, le reste est à la charge des parents. De même d'ailleurs que le fonctionnement des bibliothèques, des cantines, de l'administration, de la maintenance, tout est à la charge des parents. Alors on a estimé à peu près que les parents payaient 4000 shekels par an, c'est-à-dire à peu près 800 € par enfant dans ces écoles. Le ministère de l'Éducation israélien a émis un décret qui n'autorise les écoles à encaisser que 2500 shekels par enfant, d'où le déficit et d'où la grogne des parents d'élèves dans l'enseignement chrétien. Alors, il faut dire que ce sont des écoles, disons en règle générale, d'excellence. Ce ne sont pas des écoles religieuses, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même s'il y a des écoles chrétiennes, protestantes et orthodoxes, mais d'ailleurs la majorité des élèves sont des élèves musulmans dans ces écoles, mais ce sont des élèves d'excellence parce que les taux de résultats au bac sont souvent supérieurs à ce qu'on trouve même dans les établissements d'enseignement israéliens. D'autre part, ces élèves passent le bac israélien, sauf à Jérusalem-Est où ils passent le bac palestinien, donc c'est la porte ouverte pour le développement du secteur arabe israélien en Israël qui leur permet de rentrer à l'université et d'entamer des carrières un peu plus intéressantes. Merci Maurice Ifergan. On va parler de sport à présent. Grâce à son résultat contre le FC Bâle en août dernier, le Maccabi Tel Aviv participe cette année à la phase de poule de la plus prestigieuse des compétitions de football du vieux continent, la Ligue des Champions. Dans ce groupe G, les Israéliens retrouvent le champion d'Angleterre, le grand Chelsea, le Dynamo Kiev, mais aussi le FC Porto, une équipe portugaise qui compte dans ses rangs l'international algérien Yassine Brahimi, et le joueur pourrait bien ne pas faire le déplacement. Lise, qu'en est-il ? Alors, on sait que sous la pression de la presse arabophone et surtout des réseaux sociaux, le milieu algérien qui est connu pour son soutien à la cause palestinienne a réagi. Il a réagi sur Twitter. Il a déclaré « Je dément les propos qui m'ont récemment été prêtés par certains médias. La décision finale concernant mes déplacements professionnels incombe à mon club, le FC Porto, et moi-même. Je suis actuellement avec ma sélection nationale, l'Algérie, pour jouer un match de qualification important pour la CAN 2017 et je reste concentré sur mes objectifs du moment. » Donc, c'est une déclaration un petit peu ambigu finalement, on ne sait pas s'il va se rendre en Israël ou pas. La réponse, ce sera le 4 novembre prochain lors du match. Bon, en tous les cas, c'est pas la première fois qu'il y a des affaires comme ça de boycott dans le football. Hein. Oui, pas du tout. Alors en 2013, c'était déjà contre le Maccabi Tel Aviv, déjà pour la Ligue des Champions. Mohamed Salah, qui est un joueur du FC Bâle, qui est égyptien, avait déclaré qu'il n'irait sûrement pas jouer contre les sionistes. Alors il y est finalement allé, mais il a refusé de serrer la main aux joueurs israéliens, ce qui est un grave manquement aux règles du football. En fait, il avait un peu essayé
esquivé la chose en refaisant son lacet. Et en 2012 aussi, un international algérien, Rafik Halich, lui avait refusé de se rendre en Israël pour jouer contre l'Hapoel Tel Aviv en Ligue Europa. Et c'est son entraîneur qui avait un petit peu assumé la décision en disant qu'il n'avait pas convoqué le joueur, qui n'était pas à 100% de ses capacités. Mais on sait qu'en fait, souvent, les pays arabes imposent ce boycott à leurs joueurs sous peine de les exposer à des sanctions financières et sportives. Élise, vous parlez de football, ça ne concerne pas que le football. Hein. Oui, alors il y a eu le tennis aussi. En 2013, la Fédération de tennis tunisienne avait ordonné à un joueur, Malek Jaziri, de ne pas jouer contre un Israélien, Amir Weintraub, alors que les deux joueurs avaient déjà joué ensemble dans le club de Sarcelles, donc ils étaient sûrement des connaissances, donc c'était vraiment imposé. Puis ça s'est passé aussi en judo au JO d'Athènes. Là, c'est l'Iran qui avait imposé à Arash Mir Esmeli de ne pas se présenter à un combat contre un joueur un Israélien. D'ailleurs, rappelez-vous, même en 2013, au Qatar, le drapeau israélien a disparu des couloirs de la piscine olympique lors de la Coupe du Monde de natation pour être remplacé par un drapeau blanc, on s'en souvient tous, à côté du nom des Israéliens. Lorsque la nageuse israélienne Amit Ivri a entamé le 100 mètres dans le bassin de Doha, son nom était accompagné d'un drapeau incolore sans l'étoile de David. Voilà, ce sont des valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs sportives. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui avec nous.